Tu as déjà acheté un meuble chez lui, c'est quasiment sûr. Une bibliothèque, un canapé, une étagère, un bureau. Et ce nom, tu serais incapable de le citer. Pourtant, à sa mort en 2018, son patrimoine était estimé à 58 milliards de dollars. Il occupait la 8e place du classement des plus grandes fortunes. Malgré tout, il conduisait une Volvo de 1993, voyageait en classe économique, se faisait couper les cheveux dans les pays en développement parce que c'était moins cher. Aujourd'hui, on retrace le parcours du fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad. Tout d'abord, il faut qu'on redescende dans le passé. Né dans une ferme isolée, au cœur d'une région rurale et pauvre. Son père gère l'exploitation familiale, sa mère tient une petite pension pour les voyageurs. La famille n'est ni riche ni misérable. Elle appartient à cette petite bourgeoisie agricole suédoise qui vit modestement mais dignement. Dès l'enfance, Ingvar manifeste une obsession singulière: vendre. À 5 ans, il commence son premier commerce. Il achète des boîtes d'allumettes, en gros à Stockholm, puis les revend à l'unité aux voisins de la ferme. À 7 ans, il enfourche son vélo et étend son activité. Il vend des graines, des stylos, du poisson séché. Il fait du porte-à-porte, il négocie, puis il encaisse. À 12 ans, il a déjà gagné suffisamment d'argent pour s'acheter une bicyclette neuve, avec ses propres économies. À l'adolescence, son talent commercial est tel que ses professeurs le remarquent. Et son père, fier de ses résultats scolaires, lui offre en 1943 une somme d'argent. Ingvar a alors 17 ans et il prend une décision qui va tout changer. Avec l'argent reçu de son père, le jeune Ingvar fonde sa propre entreprise. Il lui choisit un nom dont il ignore qu'il deviendra l'une des marques les plus connues du monde. IKEA, 4 lettres formées de ses initiales, Ingvar Kamprad, auxquelles s'ajoute celle de la ferme familiale Eltarid et du village voisin Agunarid. À ce stade, IKEA n'a rien à voir avec du mobilier. L'entreprise vend par correspondance. Le modèle est simple: acheter à bas prix, vendre par catalogue, livrer rapidement, et cela fonctionne immédiatement. Ingvar a 19 ans. Son entreprise grandit. Il imprime son premier véritable catalogue de vente par correspondance. Une innovation qui va devenir l'ADN d'IKEA pendant les 60 années suivantes. Toutefois, avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter, parce qu'on ne peut pas raconter Ingvar Kamprad sans aborder ce qui suit. Qu'en 1942, alors qu'il a seulement 16 ans, il rejoint un mouvement qui s'appelle le Nyssvänkarörelsen, le mouvement nouveau suédois, un mouvement politique d'extrême droite ouvertement pro-fasciste dirigé par un certain Per Engendel. Pendant plusieurs années, dans la seconde moitié des années 40, Kamprad fait activement la promotion des idées de ce mouvement. Il participe au recrutement de nouveaux membres. Cette histoire ne sera révélée qu'en 1994, lorsque les lettres personnelles de ce Engendel sera rendue publique après sa mort. Kamprad fait quelque chose qu'on voit rarement chez les puissants pris en faute. Il assume entièrement. Il publie une lettre ouverte à ses 25 000 employés. Il qualifie cette période de plus grande erreur de sa vie. Il s'excuse publiquement à plusieurs reprises durant les 25 années de cette existence. Nous revenons au cœur de son parcours. 5 ans après sa fondation, IKEA ajoute un nouveau produit à son catalogue: du mobilier. Pas du mobilier du luxe, du mobilier simple, fonctionnel, fabriqué localement dans la région du Samland et vendu à des prix nettement inférieurs à ceux des concurrents. Le succès est immédiat, à tel point qu'en 1951, Kamprad prend une décision radicale: il abandonne tous les autres produits, uniquement du meuble. Mais cette stratégie agressive sur les prix lui attire rapidement de très puissants ennemis. Les industriels du meuble suédois, furieux de se voir concurrencés, organisent une riposte coordonnée. Ils font pression sur leurs fournisseurs pour qu'ils refusent de travailler avec IKEA. Pour la plupart des entrepreneurs, cela signifierait la fin de l'histoire. Sans fournisseurs, plus de production et donc plus de vente. Sauf que Kamprad refuse de s'incliner. Il prend 2 décisions qui vont structurer toute la suite d'IKEA. Premièrement, il commence à faire fabriquer ses meubles à l'étranger, notamment en Pologne où les coûts de production sont encore plus bas qu'en Suède. Il commence à concevoir lui-même ses propres meubles pour ne plus jamais dépendre du bon vouloir des fabricants traditionnels. Sans le savoir, ses concurrents viennent de le forcer à devenir un véritable industriel intégré, verticalement autonome. C'est le plus beau cadeau qu'il pouvait lui faire. Puis un jour, en 1956, un employé d'IKEA, Gillis Lundgren, doit livrer une table à un client. Il essaie de la charger dans le coffre d'une voiture, elle ne rentre pas. Plutôt que d'abandonner, Lundgren dévisse les pieds de la table. Ce geste anodin en apparence va donner naissance à l'invention la plus rentable de l'histoire de l'industrie du meuble, le meuble en kit. Au lieu de vendre des meubles assemblés, coûteux à transporter, encombrants à stocker, IKEA va désormais les vendre à plat, en pièces détachées avec une notice de montage. Le client se charge lui-même de l'assemblage à domicile. Les conséquences sont immédiates. Les coûts de transport s'effondrent, les coûts de stockage s'effondrent, les prix de vente peuvent être divisés
par 2 et Ikea dispose désormais de l'arme qui va lui permettre de partir à la conquête du monde. Ikea ouvre son premier point de vente à Älmhult, en Suède, un bâtiment qui ressemble davantage à un entrepôt qu'à un magasin peint en bleu et jaune, les couleurs du drapeau national. Le client suit un parcours fléché et découvre des chambres reconstituées qui lui permettent de se projeter. Il choisit ses meubles, les transporter en voiture et les monter chez lui. Personne ne propose cela à l'époque. Vraiment personne. Puis Ikea s'agrandit en Norvège en 1963, au Danemark en 1969, en Suisse en 1973, en Allemagne en 1974, en Australie en 1975, puis en France en 1981. À chaque ouverture, le même phénomène se reproduit. Les consommateurs se ruent dans les magasins. Les concurrents locaux paniquent et les médias commencent à parler de cette entreprise suédoise qui vend du mobilier à monter soi-même. En 1976, Kamprad publie un texte fondateur intitulé « Le testament d'un marchand de meubles ». C'est un manifeste où il expose sa philosophie, démocratiser le beau mobilier, le rendre accessible à tous, garder une obsession permanente pour la baisse des coûts. Ce texte deviendra la véritable Bible interne d'IKEA. En parallèle, l'expansion se poursuit. États-Unis en 1985, Royaume-Uni en 1987. Russie, Chine, Brésil, Japon, Inde, Ikea s'implante désormais sur tous les continents. Aujourd'hui, l'enseigne est présente dans plus de 60 pays, exploite plus de 450 magasins et emploie plus de 220 000 personnes à travers le monde. Le catalogue d'Ikea, à son apogée dans les années 2010, était imprimé à plus de 200 millions d'exemplaires par an. C'était le livre le plus diffusé au monde après la Bible. Le chiffre d'affaires annuel était de plus de 40 milliards d'euros. Et c'est précisément à ce moment-là, alors qu'Ikea devient un empire, que la véritable singularité d'Ingvar Kamprad s'impose dans les médias mondiaux. Pendant que sa fortune personnelle s'envole jusqu'à atteindre 58,7 milliards de dollars en 2015, Ingvar n'a jamais été un homme riche qui dépensait son argent n'importe où il avait exactement les mêmes habitudes qu'une personne avec un salaire moyen. Cette frugalité n'est pas une posture, c'est une idéologie cohérente. Lui-même l'a résumé par une phrase qu'il répétait souvent « Je suis radin et fier de l'être ». Cette philosophie, elle ne reste pas confinée à sa vie personnelle. Elle imprègne toute la culture d'IKEA. Magasin en périphérie pour minimiser les coûts du foncier, meubles en kit pour réduire les coûts logistiques, la conception assistée par ordinateur dès les années 80 pour anticiper l'industrialisation. Pour comprendre, chaque centime économisé sur la chaîne de production est un centime que le consommateur peut garder de son portefeuille. C'est le cœur de sa promesse depuis 1948, rendre le beau mobilier accessible aux gens ordinaires. Le 27 janvier 2018, Ingvar Kamprad meurt à 91 ans, dans la région du Samland, où il avait vu le jour près d'un siècle plus tôt. Et il laisse derrière lui une décision qui surprend tout le monde. Il a structuré son entreprise pour que ses propres enfants n'héritent pratiquement de rien. L'intégralité d'IKEA est détenue par une fondation néerlandaise dont les statuts interdisent à la famille Kamprad de toucher la moindre part des bénéfices. Pour Kamprad, sa fortune n'a jamais été une fortune, c'était du capital de travail pour qu'IKEA puisse vivre 100 ans, 200 ans et au-delà. Voilà l'histoire de l'enfant qui vendait des allumettes à 5 ans dans une ferme de Samland et qui est mort près d'un siècle plus tard à la tête de l'une des marques les plus iconiques du XXe siècle et du XXIe. Alors, si cette histoire t'a parlé, abonne-toi à Prism et dis-moi en commentaire la prochaine histoire que t'aimerais voir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très bientôt.